Penils, Estelle, Tony, Guillaume. Quand Georges est au micro, la chronique est littéraire. Georges, qu'as-tu lu? Que nous fais-tu découvrir aujourd'hui? Alors moi ce soir j'ai choisi de vous parler d'un inconnu. Pourquoi? Justement parce qu'il est inconnu et que j'avais envie de vous le présenter. Après tout c'est un peu pour ça que je fais des chroniques dans cette émission. Et cet inconnu en question c'est Constantin de Malte, qui était d'abord écrivain, mais aussi poète, dramaturge et critique d'art. Alors j'ai découvert assez récemment en lisant un court texte de lui qui s'appelle Les Lauriers, donc je vous en lirai un court passage après. Et suite à ça j'ai tout simplement eu envie d'en savoir plus et de vous le faire partager. Alors je commence par son enfance. Il est né à Saint-Malo en Bretagne, donc en 1921. Son père Théophile de Malte est armateur et il vit seul dans Saint-Malo alors que le reste de la famille vit dans les terres, donc au nord de la Bretagne, dans le château de Limoëlan, dans un petit village donc, qui s'appelle Sévignac. Et c'est un château de famille et c'est d'ailleurs le seul héritage noble qui leur est resté après la Révolution, donc la Terreur, où ont été confisqués bon nombre de bâtisses, voilà. Et pour l'anecdote, de Malte est né le jour où le paquebot Paris a réalisé la première traversée Le Havre-New York. Et il réutilisera ça plus tard, donc dans un de ses livres, Vers Limoléan, qui est paru en 1947. Il y verra une sorte de signe sur sa propension à voyager par la suite. Donc son père est armateur et de Malte vivra assez mal cet éloignement de son père qui ne sera quasiment jamais là pour les besoins de son travail. Et il grandit donc dans un environnement un peu à deux facettes, à la fois idyllique puisque c'est un château, ils sont une assez grande famille, 4 enfants, lui c'est le cadet, et en plus sa mère, Madeleine, a décidé de faire son éducation elle-même. Donc elle lui enseigne la littérature, la philo, la musique, voilà. Mais en même temps c'est aussi un environnement assez fermé, peu étendu, parce que ça reste un village reculé, une petite bourgade de 300 habitants. Alors de Malte en soi, c'est un enfant à la fois précoce. Son seul biographe, donc Henri Bastien, dit notamment que, je cite, « l'immense bibliothèque de Sévignac fut le berceau de ce cerveau avide ». Et en même temps rêveur. Henri Bastien encore lui prête notamment des rêveries devant le grand chêne centenaire de Limoëlan, et dit aussi qu'il a été bercé par les légendes bretonnes, dont par exemple la légende de la ville d'Is. Voilà. Je vous cite par exemple 3 lignes de Malte lui-même sur cette enfance. Il écrit « Je n'ai jamais cru pouvoir y retourner. Cette enfance n'était déjà plus la mienne sitôt partie du château. Ce n'était qu'une suite de rondes, jeux insouciants, perdus. Et si loin de cette terre, il y a maintenant un Occident et un Orient. Savez-vous, on regarde toujours à l'Occident de tout. » Et puis l'enfance se termine. En 1938, il a 18 ans, il passe son baccalauréat à Saint-Malo avec brio, et il se rend à Paris, en Sorbonne. Il est avide de connaissances, de villes, ça le change un peu de Sévignac, pour y étudier le droit, sous l'ordre de son père. Et en octobre, après un début d'études prometteur, il va se lier avec un écrivain, Joseph Ross, donc, qui est aussi poète et critique. Et Ross, c'est un peu l'écrivain romantique vieillissant, et il est touché par la naïveté rêveuse du jeune breton. Donc il lui fournit de temps en temps un peu d'argent ou de nourriture, puisque les affaires du père de Malte vont plutôt mal. Et encouragé par Ross, qui a publié notamment, pour ceux qui voudraient se renseigner sur lui, un essai sur Georges Clemenceau en 1939, de Malte rédige plusieurs essais littéraires, notamment quelques critiques et poèmes, mais qui ne seront recueillis qu'après sa mort. Et on arrive en 1939, donc le début de la Seconde Guerre mondiale. Et là, de Malte décide de s'engager pour le front dès la déclaration de guerre. Donc Henri Bastien, dans sa biographie, qui est actuellement d'ailleurs la seule traitante de Malte, dit que c'est à la fois incompréhensible de sa part et en même temps, il est possible qu'il ait été encouragé, ferveur patriotique par Ross, ou alors peut-être qu'il voulait tout simplement s'échapper d'un cursus universitaire qui lui plaisait plus. Et en 1940, de Malte déserte, tout simplement, et il part pour l'Irlande. Et là-bas se déroule la partie de sa vie qui me plaît le plus, je pense, qui est probablement la plus romanesque, puisque à peine arrivé à Dublin, il va faire la connaissance de la fille d'un notable de la région, Laura Davis, avec qui il va entamer une liaison à distance d'environ 9 mois.
Et il en reste une correspondance qui est assez étonnante et méconnue, à propos de laquelle les critiques restent perplexes. Émile Descortes, notamment, un critique de 1990, en 1990 a écrit une critique sur de Malte, et il reconnaît ainsi une certaine part d'affabulation dans cette correspondance. Donc je cite Émile Descortes, « Peut-être la marque d'un esprit qui, allé en Irlande avec ses rêves, ne revient qu'avec ceux-ci, oublieux d'une histoire qui certainement eut lieu, mais non sous cette configuration. » Donc de Malte emploie dans ses lettres un ton imprécateur et il prend le visage d'un prêtre français. Et de même, il présente Laura sous les traits d'une jeune fille de 13 à 15 ans. Ensuite, en février 1941, donc de Malte est plus ou moins rappelé par le souvenir de Joseph Roth, qui est décédé en 1939, et par la mort de son père, Théophile de Malte, en 1941. Et donc il regagne le Havre avant d'atteindre Limoëlan, finalement le 6 février, donc son château natal. Et puis en 1942, il a 22 ans, il revient à Paris, et c'est une année très prolifique. Il publie en septembre un court texte sur le philosophe Pascal, dans lequel donc, il défend une certaine conception de l'humanisme, donc c'est surtout porté sur la notion de révélation, de mystique. Et aussi il commence la rédaction d'un petit livre en hommage à Joseph Roth, qu'il ne terminera jamais. Et puis là, il y a une période assez obscure de sa vie, de 42 à 45, notamment Mauroy, qui l'avait rencontré à Paris en 1939, pointe son engagement aux côtés de la résistance, donc dans le CDLR ainsi qu'au sein de petits groupuscules, par exemple Vengeance. Mais ce n'est qu'en décembre 1945 que la présence de Malte est confirmée à Paris. Et il refait véritablement surface en novembre 1946, alors que les élections du 10 novembre, on le sait, ont récemment instauré la 4e République. Il écrit dans divers journaux, il participe notamment à la radio, donc à la RDF, qui est encore un peu mal en point après les dommages de la guerre. Et d'ailleurs, il en rencontre le nouveau directeur général, Vladimir Porcher. Et donc il travaillera à partir de là sur Paris Inter. Il profite de ce moyen de communication pour lire ses textes, avant de se tourner vers le théâtre sans trop de succès. Et il restera pourtant avec Artaud un des précurseurs en ce domaine, bien qu'il ne se soit jamais véritablement rencontré. Mais Malte aura fait partie des auteurs et journalistes présents à l'enregistrement à Radio France en 1946 de Pour en finir avec le jugement de Dieu. Donc j'en avais parlé dans ma critique sur Artaud. C'était la dernière émission d'Artaud qui a d'ailleurs été censurée à l'époque. Ensuite, en 1947, il publie 2 petites plaquettes d'inspiration surréaliste. Donc il y a Ballinaslo et Le crépuscule des pianos. Et en 1948, on peut dire que ce type-là a la bougeotte. Il décide de partir en Afrique, qui est alors en plein grabuge. Il va assister notamment aux émeutes de Côte d'Ivoire et d'Afrique orientale française. Il sera correspondant pour divers journaux. Et puis il rentre finalement à Paris en 1951, très affaibli. Donc Henri Bastien écrit « Son retour ne se fit pas dans les meilleures conditions. Très affaibli par la maladie du sommeil, il dut revenir par bateau jusque Marseille. Le voyage dura 2 mois, de novembre 1950 à janvier 1951. Ensuite, en septembre 1951, donc de Malte à 30 ans, il publie Les Griffouillis, donc qui ont été écoulés à quelques 2000 exemplaires, qui ont été d'ailleurs certainement écrits en partie en Afrique, on le suppose. Et c'est la seconde période sombre de la vie de Malte, puisqu'on lui prête notamment la consommation d'une drogue insolite, tirée des feuilles d'un arbre d'Afrique orientale, le khat, contenant une substance psychotrope ayant un effet euphorisant. Donc c'est comparable aux amphétamines, probablement pour combattre ces fantômes de guerre. Et puis, à cette époque-là à peu près, les critiques semblent s'apercevoir qu'il existe. Donc il a, ce type-là, non seulement un besoin extrême d'écrire, mais en plus une véritable fascination du dire, de l'écrit et du mot. L'œuvre, selon lui, devrait être une tonitruance, et il rapprochait là son œuvre de celle de Rimbaud et de celle d'Artaud. Et il poursuivra cette voie dans 2 directions, une œuvre intimiste, donc Les Lauriers, je vais vous en lire un fragment tout de suite, pour terminer cette chronique, et une œuvre exultante, donc La Guerre de la Joie, en 1954. Et il va mourir finalement, donc cette même année, 1954, en Indochine, pendant la bataille de Dien Bien Phu. Alors, c'est jeune, 34 ans. Oui, mais en même temps, il fait un peu partie de ces écrivains maudits, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il m'a séduit, mon côté un peu... Voilà, j'aime bien ces... Mourir jeune et beau, tu vois, c'est un avantage quand même. C'est vrai. 34, c'est 2 fois 17, tiens. 34, c'est 2 fois 17. On n'est pas sérieux quand on a 2 fois 17 ans.
Et Henri Bastien, donc cette mort glorieuse en Indochine, à Dien Bien Phu, il voit un ultime engagement, l'ultime rédemption de Constantin de Malte. La rédemption, c'est un thème très abordé, notamment dans les Griffouillis. Et son corps n'a jamais été retrouvé. Voilà. Alors je vais vous lire maintenant un extrait donc, de son texte Les Lauriers. J'attends ton voix, Tony. La chanson derrière est une chanson qui s'appelle 4h17 du matin, je vous la fais en français, 4h17 AM de John Frusciante. Alors, Les Lauriers. Il fallait passer le long d'une allée verte et rose, d'une rose de Parme, passer dans le souffle lent, lourd des poussières pour entendre enfin, après quelques heures d'attente, maman évoquer cette idée éternelle de la beauté, cette parole qui en disait tant et pourtant laissait l'impression dernière d'une rupture dans le paysage qui s'offrait. As-tu vu les lauriers ? On dirait le rose, le soir, à la maison. Ce n'était pas le souvenir ici qui affluait, mais cette candeur assez juvénile qui formait l'expérience des gens enclins à la beauté, quoique jamais à l'art. Tu sais, on n'y connaît rien. Et qui pour toute expérience se réduit en dernier lieu à la confrontation d'une mémoire et d'un présent, mais selon la logique un peu fortuite et spécieuse, un peu bourgeoise, de coupler le souvenir du banal à l'expression des éclats immédiats. Il fallait passer tout au long de cette allée et y reconnaître ce rose des lauriers en fleurs, en un dernier soir de printemps, avant les chaleurs de l'été, pour ressentir quelque magie dans l'air chypriote, et enfin, perdu, s'avouer vaincu devant l'infini d'un rose, perdre pied devant la sensation et ne pas courir le risque, s'accrocher au bord, l'appeler même, ce rivage qui n'était qu'un laurier rose, celui que l'on voit chaque jour, qui n'évoque plus rien, sinon une habitude. Car ce laurier-là, c'était aussi celui de sa maison, à elle, enfant. On plante un laurier bien rose, et c'est toujours le même, ici comme ailleurs. Te dire, si c'était Chypre ou la Sicile, l'air lourd du Nil en son delta. Pour un peu, la poussière, le sable, l'air austral toujours trop chaud faisaient leur effet, et on n'y voyait plus rien ou plus grand-chose. Peut-être le ciel dégagé sous l'ocre des plaines, mais encore c'étaient 5 montagnes qui du sud arrivaient briser les vents d'une seule cargaison infinie. Et puis au nord, l'air envoyé à tout va vers la mer, vent d'ouest, soufflant les eaux avec caresse, sans heurts, comme par inclination, se roulit à l'emporter là. C'était une virtuosité qu'enroulait-elle, une eau si grosse de sable, si grasse, si massive. C'était être pianiste et perdre sa mélopée dans les basses pour faire frémir quelques vagues. C'était un roux bateau, et la mer nous arrivait aux lèvres avant d'entendre le souffle de l'air. Parler du vent d'ouest, haletant sur les eaux, charriant un temps un monde si loin de Chypre, parler de ce vent comme des vents forts partant d'Amérique, pour s'écraser perdu, étouffé sous les falaises imposantes d'Étretat et les croix de pierre, de granit et de sang breton, faire de Chypre un rivage marin et noir et bleu, quand ici la mer se dispute l'horizon avec les brins de la montagne. C'est de la belle écriture. On peut trouver ces livres ou quelques-uns de ces livres à Tours, à la boîte à livres par exemple ou... Alors, comme je le disais, il est assez méconnu. Moi, c'est un ami qui m'a conseillé de lire ce petit recueil, Les Lauriers. Mais pour l'instant, je t'avoue très franchement que j'ai découvert de Malte très récemment. J'en avais jamais vu en librairie, que ce soit des petites librairies ou des plus grosses. Donc je pense qu'il est assez difficile à trouver, peut-être sur internet, ou sinon on m'a reproché, tiens j'en profite pour caser un truc, on m'a reproché déjà en me disant mais tes chroniques, t'écris sur des écrivains, c'est pas dur, t'as qu'à aller sur Wikipédia et puis t'as tout. Bon. Alors, je précise déjà que des écrivains comme Constantin de Malte, qui sont donc particulièrement méconnus, moi je suis allé chercher sur Wikipédia, vous pourrez aller vérifier si vous voulez, il y a 10 lignes sur Constantin de Malte, voilà.
Donc c'est pas à Wikipédia, et c'est souvent le cas d'ailleurs pour des bons écrivains comme ça. Trackle c'est pareil, hein, Trackle ça a beau être un grand. Wikipédia ils s'en battent de Trackle. Bon, eh ben, n'est-ce pas? Bref, mais ça m'a agacé, donc je précise, non. Oui, bien sûr, j'utilise Wikipédia, faut pas non plus être comment on dit, hypocrite, mais j'utilise plutôt bon nombre de sites auxquels renvoie souvent Wikipédia, voire tout simplement des livres, puisque pour Constantin de Malte, je me suis servi de la seule biographie, j'ai pas eu le choix, qui est celle d'Henri Bastien, publiée en 1988, et qui est la seule existante. Voilà. Et qu'on trouve, elle. Oui, je pense, en cherchant un peu. En cherchant un peu, ou en demandant à Joël Hafkins, directeur de la boîte à livres. Les livres, ça peut aussi se commander quand ils n'existent pas. D'ailleurs, un erratum et un remerciement en question à la boîte à livres, puisque j'y suis retourné il y a 2 semaines, et donc je leur ai dit bonjour, ça fait une dizaine de fois que je reviens quand même, et donc est-ce que la chargée de poésie est là? Et là, miracle, la chargée de poésie est là, et elle est prête, elle peut me recevoir, il n'y a personne, je vais la voir, et je lui dis bonjour, etc. J'étais revenu pas mal de fois, et donc elle me dit, bon, écoutez, votre recueil, je vais peut-être vous en prendre 2. Je me dis c'est miraculeux, et je lui dis mais oui, mais bon quand même, je suis revenu beaucoup de fois quoi, donc c'est un peu ennuyeux. Est-ce que vous pourriez pas m'en prendre un peu plus? Elle me dit bon je vais vous en prendre 3. Alors je lui dis oui, mais en même temps j'en ai quand même écoulé déjà une petite 50aine. Elle me dit ah bon, il y a eu des acheteurs? Je lui dis bah oui un peu. Elle me dit, bon je vais vous en prendre 4. Voilà. Alors voilà, ça c'est l'exclu du soir. J'ai 4 recueils en vente à la boîte à livres actuellement. Voilà.